Chers auditeurs, bienvenue. Bienvenue pour ce voyage nocturne. Nous nous apprêtons à explorer un moment de l'histoire humaine d'une importance capitale. Une période où l'esprit s'est éveillé, où les idées ont commencé à circuler comme une nouvelle brise fraîche sur le continent européen. Ce soir, nous nous laissons porter par le courant de l'histoire pour découvrir la révolution intellectuelle des Lumières. Alors, trouvez une position confortable, laissez la douceur de la nuit vous envelopper et préparez-vous à dériver à travers le temps. Imaginez, si vous le voulez bien, un monde qui s'étire lentement à la sortie du Moyen Âge, une époque où le ciel au-dessus des villes n'est pas encore illuminé par les lampadaires, où le silence de la campagne n'est brisé que par les sons de la nature ou les quelques cloches lointaines. C'est un monde où la connaissance est souvent l'apanage de quelques-uns, gardée dans des monastères, transmise par des autorités établies depuis des siècles. C'est un monde où la foi et la tradition sont les guides principaux, les étoiles qui orientent la pensée et le quotidien. Les gens vivent au rythme des saisons, des rites ancestraux et des dogmes que l'on ne questionne pas. La lumière, celle de la compréhension, n'est qu'une faible lueur, vacillante. Mais dans l'ombre de ce monde, quelque chose commence à s'agiter. Comme la graine d'une plante qui cherche la surface, des esprits curieux et audacieux commencent à s'élever. Ils ne se contentent plus des réponses toutes faites. Ils veulent regarder le monde de leurs propres yeux, le comprendre par la raison. C'est l'aube d'une nouvelle ère, et cette aube, c'est celle des Lumières. Le terme même est une métaphore puissante. Il évoque l'éclairage, le fait de dissiper l'obscurité de l'ignorance et de la superstition. C'est une quête de clarté, de connaissance et de liberté de penser. Cette révolution ne s'est pas produite en un jour. Elle est le fruit d'une longue maturation, de l'accumulation de découvertes scientifiques, de remises en question philosophiques et de bouleversements politiques. Avant même que l'on ne parle des Lumières, des penseurs comme Francis Bacon au 7e siècle avaient déjà jeté les bases d'une nouvelle méthode de raisonnement fondée sur l'observation et l'expérimentation. De même, les découvertes de Galilée et de Newton ont transformé la vision que l'on avait de l'univers, montrant que les cieux obéissaient à des lois mathématiques, que le monde n'était pas un chaos mystérieux, mais une mécanique bien huilée qu'il était possible de décrypter. Le mouvement des Lumières, lui, prend toute son ampleur au 8e siècle, et son épicentre se trouve en France. C'est là que des esprits brillants comme Voltaire, Diderot, Rousseau et Montesquieu se rencontrent, échangent et diffusent leurs idées. Mais les Lumières ne sont pas un mouvement français, elles sont européennes. On les retrouve en Angleterre, en Allemagne, en Écosse et même en Amérique du Nord. Les idées circulent de Londres à Berlin, de Paris à Saint-Pétersbourg, transportées par les livres, les lettres et les conversations dans les salons élégants des villes. Notre voyage va nous emmener au cœur de cette effervescence. Nous allons explorer les lieux où ces idées sont nées et ont grandi. Les salons parisiens, où les femmes jouaient un rôle essentiel en organisant des rencontres entre philosophes et écrivains. Les cafés bruyants et enfumés, où l'on débattait avec passion. Et les académies, ces institutions plus formelles, où l'on cherchait à structurer le savoir. Nous allons aussi découvrir les grands textes de cette époque, des œuvres comme l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un projet monumental qui visait à rassembler et à organiser toute la connaissance humaine. Nous irons à la rencontre des figures emblématiques. Voltaire, le combattant infatigable de l'intolérance, Montesquieu, le théoricien de la séparation des pouvoirs, ou encore Jean-Jacques Rousseau, qui interrogeait la nature humaine et les fondements de la société. Au-delà des figures et des textes, nous allons nous intéresser à la manière dont ces idées ont transformé la vie quotidienne. Comment l'invention de nouvelles technologies, comme l'imprimerie, a permis une diffusion de masse du savoir. Comment la curiosité scientifique a poussé les gens à observer la nature, à créer des jardins botaniques et à collectionner des spécimens rares. Comment la pensée a-t-elle influencé l'art, la musique et même l'architecture, avec la montée du néoclassicisme? Et puis, nous ne pourrons pas ignorer les ombres de cette époque, car les Lumières n'ont pas été un mouvement parfait. Elles ont laissé de côté certaines voies et leurs idéaux de liberté et d'égalité
n'ont pas toujours été mis en pratique de manière universelle. Mais ce qui est certain, c'est que les Lumières ont posé les fondations du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elles ont donné naissance à des idées qui ont inspiré des révolutions politiques et ont influencé la création de nos institutions modernes. Elles ont fait de la raison et du doute des outils légitimes pour comprendre le monde, et elles nous ont légué l'héritage de la liberté d'expression et de la tolérance. Alors, fermez les yeux. Laissez derrière vous le monde d'aujourd'hui avec ses écrans et ses bruits. Imaginez-vous un instant dans les rues pavées du Paris du Xe siècle, sous le clair de lune. Les carrosses passent doucement, les bougies vacillent derrière les fenêtres, et au fond d'un salon, des voix s'élèvent, calmes et passionnées, pour changer le monde. Notre voyage commence ici, dans le silence de la nuit, au seuil d'une révolution de l'esprit. Laissez-vous porter par les récits et les anecdotes, et endormez-vous en sachant que le savoir, lui aussi, est une lumière qui brille dans l'obscurité. Nous commençons notre voyage là où les choses ont commencé à s'éveiller. Pour comprendre les lumières, il nous faut d'abord effleurer l'obscurité qui les a précédées et les premières lueurs qui l'ont percée. Alors que nous nous glissons à travers le temps, nous voici au 7e siècle, une époque de contraste. D'un côté, il y a la tradition, une structure sociale et intellectuelle héritée du Moyen Âge, où la religion et la monarchie se tenaient comme les piliers de la société. De l'autre, il y a un murmure de changement, un questionnement grandissant qui n'est pas encore une tempête, mais une brise persistante. La Renaissance, qui a débuté bien avant, avait déjà ravivé l'intérêt pour la pensée classique, l'art et les sciences de l'Antiquité. Elle a libéré l'esprit humain des dogmes rigides et l'a encouragé à contempler le monde avec une nouvelle curiosité. Pensez à l'humanisme, cette philosophie qui plaçait l'être humain au centre de la réflexion, avec ses capacités, son potentiel et sa dignité. Puis, il y a eu la réforme protestante, qui a ébranlé l'autorité religieuse et encouragé l'individu à lire et à interpréter la Bible par lui-même. C'était une première étape cruciale vers l'autonomie de la pensée. Ces deux mouvements, la Renaissance et la Réforme, ont agi comme un sol fertile, préparant la terre pour les graines des Lumières. Le XVIe siècle, l'âge de la science naissante, est particulièrement important. C'est l'époque de la révolution scientifique. Imaginez-vous un homme, le grand Isaac Newton, s'asseyant sous un pommier. L'histoire veut qu'une pomme lui soit tombée sur la tête, mais ce qui est certain, c'est qu'il a perçu dans cette simple observation une loi universelle. Les lois de la gravitation qu'il a énoncées dans ses principes mathématiques de la philosophie naturelle ont montré que l'univers n'était pas un lieu de mystère divin, mais un mécanisme régi par des lois précises et intelligibles. C'était un bouleversement colossal. L'univers pouvait être compris par la raison humaine et non pas seulement par la foi. Newton est devenu une figure centrale, son travail un phare pour les générations futures. Son approche, basée sur l'observation et la déduction mathématique, est devenue la norme pour la recherche de la vérité. Mais il n'y a pas que Newton. D'autres esprits audacieux ont contribué à cette révolution. Francis Bacon, par exemple, a développé une nouvelle méthode de raisonnement, l'empirisme. Pour lui, la vraie connaissance ne vient pas de la tradition ou des livres anciens, mais de l'expérience et de l'observation du monde réel. C'est un changement radical de perspective. Plutôt que de s'en remettre à l'autorité, il faut observer la nature elle-même. Et que dire de René Descartes, qui a cherché la vérité en doutant de tout. Sa fameuse phrase « Je pense donc je suis » a posé le fondement d'une philosophie basée sur la certitude individuelle, le pouvoir de l'esprit à exister et à raisonner. Ces penseurs ont créé un climat de curiosité et d'interrogation. Les philosophes des Lumières ne sont pas arrivés de nulle part. Ils ont hérité de cette nouvelle façon de penser, de ces outils d'analyse. Ils ont pris l'empirisme et la raison mathématique et les ont appliqués non seulement au monde physique, mais aussi à la société, à la politique, à la religion. Ils ont posé des questions que peu de gens avaient osé poser auparavant. Comment la société devrait-elle être organisée pour garantir le bonheur et la liberté? Qu'est-ce que la justice? Pourquoi y a-t-il tant d'inégalités? Ils ont réalisé que si les lois de la nature
était logique et ordonnée, alors les lois des hommes devaient l'être aussi. Imaginez une époque où la plupart des gens n'avaient pas accès aux livres, où les informations étaient rares et contrôlées. Le monde avant les Lumières est un monde de hiérarchie claire, le roi au sommet, puis les nobles, le clergé et enfin le peuple, dont la place était fixée par la naissance et la tradition. La maladie était souvent vue comme une punition divine et l'ordre social comme un décret immuable. C'est contre ce décor que la révolution intellectuelle des Lumières s'est dressée, pas dans une explosion de violence, mais dans un lent et inexorable éveil des consciences. C'est une histoire de courage, d'idées audacieuses et de la conviction que l'esprit humain a la capacité de s'améliorer et d'améliorer le monde. Et alors que nous nous laissons doucement flotter au-dessus de ces paysages du passé, des villages endormis et des premières bibliothèques éclairées à la bougie, nous pouvons sentir l'ébullition qui s'apprête à commencer. Le monde ne sera plus jamais le même. Nous laissons derrière nous le siècle des premières découvertes scientifiques et nous arrivons en plein cœur du 8e siècle. Alors que le soleil se couche sur les rues pavées de Paris ou les docks brumeux de Londres, le véritable jour ne fait que commencer. Car c'est dans les salons, les cafés et les académies que l'esprit des Lumières s'illumine. Ces lieux ne sont pas de simples endroits pour se divertir. Ils sont les laboratoires, les universités informelles et les arènes où la connaissance est forgée et les idées échangées. C'est là que le siècle des Lumières, le siècle de la raison, prend tout son sens. Le salon parisien est peut-être l'image la plus romantique et la plus puissante des Lumières. Imaginez une grande pièce élégamment décorée, éclairée par la lueur douce des chandeliers. Les fauteuils sont profonds et l'air est lourd de parfum et d'intelligence. Le salon n'est pas un lieu public, mais un espace privé, souvent tenu par une femme cultivée et spirituelle que l'on appelle une salonnière. Ces femmes, comme Madame Geoffrin ou Mademoiselle de Lespinasse, jouaient un rôle essentiel. Elles ne se contentaient pas d'accueillir des invités. Elles étaient les architectes de la conversation. Elles décidaient qui était invité, quel sujet serait abordé, et elles veillaient à ce que les échanges restent respectueux et stimulants. C'est dans ces salons que les philosophes, les écrivains, les scientifiques et les artistes se rencontraient. Un noble pouvait y discuter avec un savant de basse naissance, un poète échanger avec un mathématicien. Les barrières sociales s'abaissaient temporairement au profit de l'esprit. C'est ici que Diderot a pu rencontrer d'Alembert pour la première fois et discuter de l'encyclopédie. C'est ici que les idées de Voltaire ont été débattues avant d'être publiées. Le salon est un lieu d'égalité intellectuelle, où la valeur d'une personne se mesurait à l'aune de ses idées et non de son titre. Pendant ce temps, à Londres, le pouls des Lumières bat dans un autre genre d'établissement, les cafés. Le café est l'antithèse du salon. Il est bruyant, accessible à tous ceux qui peuvent payer un sou pour une tasse. Ces lieux sont d'abord des endroits pour boire du café, une nouvelle boisson exotique qui, dit-on, rend l'esprit plus vif et alerte. Mais très vite, ils deviennent des centres d'information et de débat. On y trouve des journaux, on y écoute les dernières nouvelles et surtout, on y débat de tout. Des affaires de l'État aux dernières découvertes scientifiques, de la littérature aux rumeurs de la cour, tout est sujet à discussion. Les cafés sont des lieux plus démocratiques que les salons. On peut y rencontrer des commerçants, des avocats, des journalistes. C'est le lieu de la conversation libre et non censurée. Le fameux café de la Royal Society de Londres, par exemple, était un lieu de rencontre pour les scientifiques et les penseurs où l'on pouvait discuter des derniers travaux de Newton. C'est dans ces atmosphères animées que les idées s'affinent, que les arguments sont testés et que la République des lettres prend vie. Et puis, il y a les académies. Moins mondaines que les salons et moins agitées que les cafés, les académies sont des institutions formelles où les savants se rassemblent pour présenter leurs travaux, les examiner et les publier. Ces institutions existaient déjà, mais l'esprit des Lumières leur a insufflé un nouveau dynamisme. La Royal Society de Londres ou l'Académie des sciences de Paris, par exemple, sont des temples de la science et de la raison. Elles encouragent la recherche,
organise des concours sur des sujets scientifiques ou philosophiques et accorde une reconnaissance officielle aux découvertes. Elles donnent de la légitimité à la recherche et la soutiennent financièrement. Ces académies créent des réseaux internationaux de savants qui échangent des lettres et des publications, faisant circuler les idées à travers l'Europe. Alors que les Lumières s'épanouissent, ces différents lieux, les salons intimes, les cafés animés et les académies respectables, forment un écosystème de la pensée. Ils sont les veines et les artères de la République des lettres, une communauté intellectuelle sans frontières physiques, où la seule monnaie d'échange est l'idée. C'est un monde où l'écrit, le débat et la conversation sont les moteurs du progrès. Ces lieux de rassemblement ont permis aux penseurs de l'époque de tisser des liens, de se soutenir mutuellement et de diffuser leurs idées. Sans eux, l'impact des Lumières aurait été beaucoup moins profond. La lumière, en effet, a besoin d'un espace pour se propager. Maintenant, alors que la lumière des chandelles s'estompe et que les conversations se taisent pour la nuit, nous pouvons nous imaginer ces lieux, vibrant d'un dialogue qui a changé le monde. Alors que nous nous laissons porter par le courant des idées, un nom résonne avec une force particulière. C'est le nom d'un homme qui fut le symbole même de l'esprit combatif des Lumières, un homme qui a manié la plume comme une épée. Voltaire. Né François-Marie Arouet, il a choisi le nom de Voltaire comme un emblème de sa nouvelle identité d'écrivain et de philosophe, libre de la tradition et des préjugés. Pour beaucoup, il incarne l'essence même de la révolution intellectuelle. Voltaire était un esprit universel, mais son combat principal, celui pour lequel il est le plus connu, est son engagement passionné en faveur de la tolérance et de la liberté d'expression. Son arme de prédilection était le mot. Il a écrit des pièces de théâtre, des poèmes, des romans, des essais, des lettres. Il écrivait avec une ironie mordante et une clarté redoutable, ce qui lui a permis d'atteindre un large public. Sa plume était si acérée qu'elle lui a valu plusieurs séjours en prison à la Bastille et l'exil en Angleterre, où il a pu observer le système politique et les idées de John Locke et Isaac Newton qui l'ont profondément influencé. Après son retour en France, Voltaire a passé une grande partie de sa vie à se battre contre ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire l'intolérance religieuse et la superstition. Il croyait fermement que la religion, quand elle était utilisée pour justifier la violence et l'oppression, était l'un des plus grands maux de la société. Bien qu'il ait cru en l'existence d'un Dieu créateur, un Dieu horloger qui a mis en marche l'univers, il rejetait le dogme, le fanatisme et la persécution. On le qualifie de déiste, car il voyait la raison et non la foi comme la voie pour comprendre Dieu. Son célèbre cri de ralliement, « Écrasez l'infâme !» était une exhortation à se débarrasser des préjugés et des superstitions qui entravent la liberté de l'esprit. L'une des affaires les plus célèbres qui a illustré son engagement est l'affaire Calas. Jean Calas était un protestant de Toulouse, accusé à tort d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il a été torturé et exécuté de manière horrible. Voltaire, entendant parler de cette injustice, a mené une campagne inlassable pour réhabiliter la mémoire de Calas. Il a écrit le traité sur la tolérance, un plaidoyer éloquent en faveur de la liberté de conscience. Son travail a finalement conduit à la révision du procès et à l'acquittement posthume de Calas, une victoire majeure pour les Lumières et un symbole de leur combat contre l'arbitraire et le fanatisme. Son combat ne s'arrêtait pas là. Il critiquait également le pouvoir absolu de la monarchie et l'injustice du système judiciaire. Il défendait l'idée que le droit devait être fondé sur la raison et non sur le caprice du roi ou les traditions injustes. Voltaire croyait en la liberté de la presse, la liberté de culte et l'égalité devant la loi. Il ne prônait pas une révolution violente, mais un changement progressif dirigé par des monarques éclairés, des rois qui utiliseraient la raison pour gouverner au mieux. Cette idée de despotisme éclairé était un de ses espoirs, une utopie qu'il a tenté d'influencer en correspondant avec des dirigeants comme Frédéric le Grand de Prusse et Catherine la Grande de Russie. Voltaire est une figure paradoxale. Il est à la fois un aristocrate, se plaisant dans les salons et les cours royales, et un défenseur ardent des droits du peuple. Il avait un tempérament vif
et une arrogance certaine. Mais il n'a jamais abandonné son combat pour la justice et la liberté. Son œuvre est immense et variée, mais le fil conducteur est toujours le même. Une foi inébranlable dans la raison humaine et une aversion profonde pour l'intolérance. Il a laissé un héritage durable, celui d'un esprit critique et d'une voix qui s'élève pour ceux qui ne peuvent pas parler. Alors que nous laissons derrière nous le souvenir de cet homme énergique et passionné, laissons son plaidoyer pour la tolérance résonner en nous. Dans le calme de la nuit, nous pouvons nous souvenir de l'importance de la liberté de penser et de l'ouverture d'esprit. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le siècle des Lumières, nous rencontrons une autre figure monumentale, un esprit qui d'une certaine manière se dresse en contraste avec l'esprit pratique et combatif de Voltaire. Nous parlons de Jean-Jacques Rousseau. Sa pensée n'est pas une simple extension des idées de ses contemporains. Elle est un tournant, une réflexion sur la nature humaine, la société et les fondements de notre être. Rousseau était un homme d'une sensibilité unique, souvent en désaccord avec ses pairs, notamment avec Voltaire. S'il partageait leur désir de réforme sociale, il était sceptique quant à la capacité de la raison et du progrès technique à conduire au bonheur. Pour Rousseau, la civilisation n'était pas nécessairement un progrès, mais une source de corruption. Il affirmait que l'homme, dans son état de nature, est bon et vertueux. Ce sont la société, la propriété privée et l'inégalité qui le corrompent et le rendent malheureux. Il posait une question fondamentale. Comment peut-on vivre dans une société qui nous aliène de notre vraie nature et comment peut-on la réformer pour retrouver un semblant de cette innocence perdue? Cette idée, que l'homme est bon par nature, est le point de départ de son œuvre la plus célèbre en philosophie politique, du contrat social. Dans ce livre, il explore l'idée d'un contrat entre les citoyens pour former une société juste. Pour lui, la légitimité du pouvoir ne vient pas du roi, mais du peuple. Il introduit le concept de la volonté générale, qui n'est pas la somme des volontés individuelles, mais ce qui est le mieux pour la communauté dans son ensemble. C'est un concept complexe, mais il a eu un impact immense sur la pensée politique. Il suggérait que le gouvernement doit agir dans l'intérêt commun, et non dans l'intérêt de quelques-uns, posant les bases de la démocratie et de la souveraineté populaire. Mais Rousseau s'est aussi intéressé à l'éducation et à la manière dont l'homme se développe. Son ouvrage « Émile ou de l'éducation » est un traité sur la manière d'élever un enfant pour qu'il ne soit pas corrompu par la société. Il prônait une éducation qui encourage le développement naturel de l'enfant, qui respecte son rythme et sa curiosité, plutôt que de lui imposer des connaissances de manière rigide. C'était une idée révolutionnaire à l'époque, et elle a posé les bases de la pédagogie moderne. Rousseau proposait que l'éducation ne devrait pas seulement former des esprits rationnels, mais aussi des cœurs sensibles. C'est cette sensibilité qui distingue Rousseau. Tandis que Voltaire se concentrait sur la raison, Rousseau mettait l'accent sur le sentiment, l'émotion et la spiritualité. Il est souvent considéré comme le précurseur du romantisme, un mouvement qui valorisait la nature, l'émotion individuelle et l'authenticité. Il a popularisé l'idée de l'individu solitaire qui cherche la vérité dans la nature, loin du bruit et de l'artifice de la société. Ses Confessions, l'une des premières autobiographies modernes, sont un exemple de cette exploration de soi, un effort pour comprendre ses propres motivations et sentiments. Rousseau, malgré sa vision souvent sombre de la société, était un optimiste dans sa foi en la bonté originelle de l'homme. Il pensait que le changement était possible, non pas en faisant table rase du passé, mais en reconnectant avec notre nature profonde et en construisant des institutions qui respectent cette nature. Sa pensée a été à la fois une source d'inspiration pour la Révolution française, avec ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, et une influence durable sur la philosophie et la psychologie. Alors que nous laissons derrière nous le souvenir de cet esprit tourmenté et inspirant, nous pouvons nous demander où se trouve le véritable bonheur, dans la clarté de la raison ou dans la pureté du cœur. Alors que la lumière de la connaissance s'intensifie, un projet colossal émerge,
une entreprise qui incarne à elle seule l'ambition et l'optimisme des Lumières. Nous parlons de la création de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. C'est le chef-d'œuvre de la collaboration intellectuelle du siècle, menée par deux esprits infatigables, Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert. L'idée de l'encyclopédie est simple, mais son exécution est d'une complexité vertigineuse. Le but est de rassembler toute la connaissance humaine, de la science la plus abstraite à l'artisanat le plus pratique, et de la présenter de manière claire et accessible. Imaginez-vous un instant le monde de l'époque, où le savoir est fragmenté, souvent caché ou transmis par tradition orale. L'encyclopédie a pour mission de briser ces barrières, de démocratiser le savoir. Il ne s'agit pas d'un simple dictionnaire de mots, mais d'un dictionnaire de choses, d'idées et de techniques. C'est une œuvre qui met la connaissance au service de l'humanité, avec une foi profonde dans la capacité de l'homme à s'améliorer et à améliorer le monde. Diderot, le moteur de ce projet, était un homme d'une curiosité insatiable et d'une énergie sans bornes. Il a non seulement écrit des centaines d'articles lui-même, mais il a aussi coordonné le travail de plus de 160 contributeurs, dont les plus grands esprits de l'époque, Voltaire, Montesquieu, Rousseau et d'autres encore. Ces auteurs, qu'on appelle les encyclopédistes, ont écrit des articles sur des sujets aussi divers que l'astronomie, l'économie, la médecine, la musique et l'agriculture. D'Alembert, un mathématicien et physicien brillant, s'est chargé de la partie scientifique et a rédigé le discours préliminaire qui expose la philosophie de l'œuvre. Mais le plus original de l'encyclopédie est qu'elle ne se limite pas à la théorie. Elle valorise le travail manuel et les métiers. Pour la première fois dans l'histoire, des articles sont consacrés à la menuiserie, à la fabrication du verre ou à l'horlogerie. Diderot pensait que le savoir-faire pratique était aussi important que le savoir intellectuel. Il a envoyé des dessinateurs et des graveurs dans des ateliers pour observer les artisans au travail et représenter leurs outils et leurs techniques en détail. Ces planches, d'une précision remarquable, ont permis de conserver un savoir-faire qui, autrement, aurait pu se perdre. La publication de l'encyclopédie n'a pas été sans heurts. Les autorités de l'époque, tant religieuses que politiques, ont rapidement compris que ce n'était pas un simple livre de référence. C'était un acte de subversion. Les articles remettaient en question les superstitions, critiquaient le pouvoir absolu et défendaient des idées de tolérance et de liberté. L'ouvrage a été censuré, ses auteurs persécutés. Diderot a même dû continuer le travail en cachette, parfois en trompant les imprimeurs. Malgré la répression, l'encyclopédie a continué d'être publiée et a connu un succès immense. Son influence a été immense. Elle est devenue le symbole de la foi dans la raison, le progrès et la science. L'encyclopédie n'était pas seulement un livre, c'était un manifeste pour un nouvel ordre du monde, où la connaissance serait le moteur du progrès. Elle a formé une nouvelle génération de penseurs et a contribué à créer une opinion publique éclairée, prête à remettre en question l'ordre ancien. Alors que nous nous endormons, nous pouvons imaginer ces volumes reliés de cuir, remplis d'une connaissance qui, telle une vague, a balayé l'Europe et a changé le monde pour toujours. Alors que nous nous laissons porter par le courant des idées, nous constatons que la révolution des Lumières n'est pas confinée à la France. Comme une vague, elle traverse les frontières, portée par les livres, les journaux et les voyages. C'est un mouvement véritablement international, une république des lettres qui ne connaît pas de frontières politiques. Des penseurs de toute l'Europe et même d'Amérique du Nord s'approprient les idées de liberté, de raison et de tolérance pour les adapter à leur propre contexte culturel et politique. En Allemagne, par exemple, le mouvement des Lumières est connu sous le nom Aufklärung. Si la France a ses philosophes, l'Allemagne a ses penseurs, parmi lesquels le plus éminent est sans doute Emmanuel Kant. Pour Kant, l'essence des Lumières se résume en une simple phrase : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Il voyait dans les Lumières un processus d'émancipation de l'humanité, une sortie de l'état de minorité où l'homme se laisse guider par des autorités externes. Kant insistait sur l'importance du doute, de l'examen critique et de la raison individuelle comme guide pour la moralité et la connaissance.
Sa philosophie, bien que complexe, a une influence durable sur le droit et la philosophie morale. En Écosse, on parle souvent de l'éclairage écossais. Bien que géographiquement petite, l'Écosse a produit des esprits d'une puissance intellectuelle immense. Des figures comme David Hume et Adam Smith ont appliqué l'esprit des Lumières à des domaines qui étaient jusqu'alors peu explorés. Hume, philosophe et historien, a poussé l'empirisme à ses limites, remettant en question la capacité de la raison pure à atteindre la vérité absolue. Il a mis l'accent sur l'importance de l'expérience sensorielle. Son scepticisme a stimulé de nombreux débats philosophiques. Adam Smith, quant à lui, est considéré comme le père de l'économie moderne. Dans son œuvre majeure, La richesse des nations, il a analysé les mécanismes de l'économie de marché et a posé les bases de la théorie du capitalisme. Il a introduit des concepts comme la main invisible, l'idée que le marché s'autorégule et que la recherche de l'intérêt personnel peut conduire au bien-être de la société tout entière. Et puis, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les idées des Lumières trouvent un terrain propice pour une application concrète. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, des hommes comme Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, étaient profondément inspirés par les philosophes européens. Ils avaient lu Locke, Montesquieu et Voltaire, et leurs idéaux de liberté, de séparation des pouvoirs et de droits inaliénables se retrouvent dans la Déclaration d'indépendance de 1766 et la Constitution des États-Unis. La Déclaration d'indépendance, avec ses mots immortels, nous tenons pour évidentes par elle-même les vérités suivantes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables, est un manifeste des Lumières en action. Ces différents mouvements montrent que les Lumières n'étaient pas un bloc monolithique. Elles prenaient des formes différentes selon le pays. Mais le fil conducteur restait le même, la foi dans la raison, la liberté et le progrès. La circulation des idées était constante, à travers les voyages, les correspondances et les revues savantes. Un philosophe français pouvait lire le dernier essai d'un Écossais et un Américain pouvait s'inspirer des théories d'un Anglais. Alors que nous laissons derrière nous ces vastes paysages de l'esprit, des bords de la Tamise aux côtes américaines, nous pouvons nous imaginer les lettres qui traversaient les océans, apportant avec elles des idées qui allaient un jour bouleverser le monde. Alors que nous nous laissons dériver au-dessus des siècles, nous découvrons que l'esprit des Lumières ne s'est pas limité aux livres et aux salons. Il a donné un souffle nouveau à la science, à l'exploration et aux découvertes. C'est l'époque des cabinets de curiosité, des jardins botaniques et des expéditions autour du monde. La raison, la curiosité et l'expérimentation sont devenus les guides qui ont poussé les hommes à observer la nature, à la classer et à la comprendre. L'histoire naturelle, en particulier, a connu un essor incroyable. Les philosophes des Lumières ne voulaient pas seulement comprendre les lois de l'univers, mais aussi celles de la vie sur Terre. Carl von Linné, en Suède, a révolutionné la biologie avec son système de classification des plantes et des animaux. Son approche, qui attribue un nom scientifique à chaque espèce, a permis aux savants du monde entier de communiquer de manière cohérente. Cette idée simple, mais géniale, a posé les bases de la taxonomie moderne. Dans la même veine, le naturaliste français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a entrepris un projet monumental, l'histoire naturelle, générale et particulière. Il a tenté de décrire toute la nature connue à l'époque, des minéraux aux animaux en passant par les humains. S'il n'a pas pu achever son œuvre, son travail a été une source d'inspiration pour la recherche scientifique et il a ouvert la voie à des idées plus tardives sur l'évolution. Mais la curiosité ne se limitait pas à la terre ferme. L'exploration maritime a atteint de nouveaux sommets. Les grandes puissances européennes ont envoyé des navires pour cartographier le monde, découvrir de nouvelles terres et des espèces inconnues. Le capitaine James Cook, l'un des plus grands explorateurs de tous les temps, a mené des expéditions qui ont mené à la découverte de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de nombreuses îles du Pacifique. Ces voyages n'étaient pas seulement motivés par la gloire ou le commerce, mais aussi par une mission scientifique. À bord de ces navires, il y avait des naturalistes,
des botanistes et des astronomes chargés de documenter et de collectionner des spécimens. Les vastes collections de plantes, d'animaux et d'objets indigènes qu'ils ont rapportés ont alimenté la curiosité de toute une génération. Sur le plan technologique, le siècle des Lumières est une période d'invention et d'innovation. L'invention du chronomètre marine par John Harrison a résolu le problème de la détermination de la longitude en mer, rendant les voyages plus sûrs et plus précis. La machine à vapeur de James Watt a posé les fondations de la révolution industrielle, transformant la production et le transport. Ces innovations n'étaient pas le fruit du hasard, mais de l'application de la raison et des principes scientifiques. Le désir de connaissance a également donné naissance aux premiers musées publics et aux jardins botaniques. Ces institutions n'étaient plus l'apanage des rois et des nobles, mais étaient accessibles au public. Des lieux comme le British Museum à Londres ou le Jardin des Plantes à Paris sont devenus des centres où les citoyens pouvaient observer les merveilles de la nature et de l'art, et ainsi s'éduquer. Alors que nous dérivons doucement vers le sommeil, nous pouvons nous imaginer ces savants penchés sur des cartes ou des spécimens, poussés par une soif de savoir qui a transformé la curiosité en science et a ouvert le monde à l'exploration. Nous nous glissons maintenant dans l'univers de l'art et de la culture, des domaines qui, eux aussi, ont été profondément transformés par la pensée des Lumières. La raison, la clarté et l'harmonie, ces idéaux qui animaient les philosophes, ont trouvé une nouvelle expression dans la peinture, la musique et l'architecture. C'est un changement de ton, un passage de l'exubérance du baroque et du rococo à une esthétique plus mesurée et plus classique. En architecture, par exemple, la simplicité et la grandeur de l'antiquité romaine et grecque reviennent en force. C'est l'essor du néoclassicisme. Pensez aux colonnes massives, aux frontons triangulaires et aux lignes épurées. Les architectes s'inspirent des temples et des monuments découverts lors de fouilles archéologiques comme celle de Pompéi. Ces constructions ne sont pas seulement belles, elles sont aussi un symbole. Elles représentent la stabilité, la raison et le pouvoir d'une nouvelle ère, loin de l'ornementation excessive et du style théâtral de l'ère précédente. Le Panthéon à Paris ou le British Museum à Londres en sont des exemples magnifiques. Dans le monde de la peinture, le changement est tout aussi notable. Le rococo, avec ses scènes de la vie aristocratique, ses couleurs pastel et ses courbes délicates, cède la place à un style plus sérieux et plus moral. Des peintres comme le français Jacques-Louis David créent des œuvres qui exaltent les vertus civiques et les idéaux de l'Antiquité. Son tableau, Le Serment des Horaces, n'est pas qu'une simple représentation historique. C'est un manifeste sur le patriotisme, le sacrifice et la loyauté. La peinture des Lumières cherche à instruire autant qu'à émouvoir. Mais c'est peut-être en musique que la transformation est la plus profonde et la plus durable. Le style baroque, avec ses harmonies complexes et son contrepoint rigoureux, cède la place à la clarté, à la structure et à l'équilibre du classicisme. Des compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn transforment la musique. Ils mettent l'accent sur la mélodie et l'harmonie, créent des formes musicales plus claires, comme la sonate et la symphonie, et font de la musique une expression des émotions humaines les plus profondes. La musique n'est plus seulement une décoration pour les cours royales, elle devient un langage universel. Pensez à la clarté d'une symphonie de Haydn ou à l'émotion d'une sonate pour piano de Mozart. Leurs œuvres reflètent l'idéal des Lumières, une structure rationnelle au service de l'expression émotionnelle. Cette période voit également un essor de la littérature qui s'adresse à un public plus large. Le roman en particulier gagne en popularité. Des œuvres comme celles de Daniel Defoe, Samuel Richardson et Henry Fielding explorent la vie intérieure des individus, leurs épreuves et leurs triomphes. Elles démocratisent la littérature et rendent les histoires accessibles à un plus grand nombre. En somme, l'art des Lumières n'est pas seulement un miroir de son temps, il est aussi un guide, une expression des idéaux qui animent la société. Il s'éloigne de la superstition et du dogme pour embrasser la raison, la clarté et l'émotion humaine. Alors que les dernières notes d'une symphonie de Mozart s'estompent doucement dans le silence de la nuit, nous pouvons fermer les yeux
et nous imaginer les salons et les salles de concert qui résonnent encore de cette musique, de la raison et du cœur. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de notre voyage. Nous laissons derrière nous les salons, les laboratoires et les ateliers du XVIIIe siècle pour nous intéresser à l'héritage des Lumières. Comment cette révolution intellectuelle a-t-elle façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Son impact a été immense, parfois direct, parfois plus subtil, et il continue de se faire sentir. Le premier et le plus évident des héritages est l'influence sur les révolutions politiques. Les idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, l'idée que le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire ne doit pas être concentré entre les mains d'une seule personne pour éviter la tyrannie, ont été une source d'inspiration majeure pour la Révolution américaine et la Révolution française. Les révolutionnaires français ont directement puisé dans les écrits de Rousseau et de Diderot. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un manifeste des Lumières, avec ses principes d'égalité, de liberté et de souveraineté de la nation. Ces idées ont ensuite voyagé à travers le monde, inspirant des mouvements d'indépendance en Amérique latine et des réformes politiques partout en Europe. Mais l'héritage des Lumières ne se limite pas aux grands bouleversements politiques. Il a aussi transformé la manière dont nous pensons à la justice, à la tolérance et à l'éducation. L'abolition de la torture et la réforme du système judiciaire, notamment en France, ont été directement influencés par le plaidoyer de penseurs comme Voltaire et César Beccaria en Italie, qui dénonçaient l'arbitraire et la cruauté. L'idée que la punition doit être proportionnelle au crime et que la justice doit être fondée sur la raison plutôt que sur la vengeance est un legs direct des Lumières. Sur le plan social, le concept d'éducation pour tous défendu par des penseurs comme Rousseau a semé les graines de la scolarisation publique. Les Lumières ont mis l'accent sur l'importance du savoir pour le progrès de l'individu et de la société. Elles ont ouvert la voie à la création d'écoles, de bibliothèques et d'universités, rendant l'éducation accessible à un plus grand nombre de personnes. Le savoir n'était plus un privilège de la naissance, mais un droit que la société devait offrir. La laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, est un autre héritage fondamental. Le combat de Voltaire contre le fanatisme religieux a conduit à l'idée que la croyance est une affaire privée et que l'État doit être neutre en matière de religion. C'est un principe qui a été adopté par de nombreuses démocraties modernes, garantissant la liberté de conscience et de culte. Bien sûr, les Lumières n'ont pas résolu tous les problèmes. Leurs idéaux d'égalité ne s'appliquaient pas à tous. L'esclavage, par exemple, a continué d'exister, même si des voix comme celle de Condorcet se sont élevées contre lui. Les femmes, malgré leur rôle dans les salons, étaient encore largement exclues de la vie politique et intellectuelle. Les idéaux ont parfois été trahis ou oubliés. Mais le projet des Lumières, celui d'utiliser la raison pour améliorer le monde, a continué de vivre. Au fil du temps, des mouvements ont remis en question les Lumières. Le romantisme en premier lieu, qui critiquait leur rationalisme froid au profit de l'émotion et de l'imagination. Mais même ces critiques reconnaissent l'importance de ce mouvement. Les Lumières nous ont donné les outils pour penser de manière critique, pour questionner l'autorité et pour chercher la vérité par nous-mêmes. Elles ont rendu possible le concept même de progrès humain, l'idée que nous pouvons rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à de nouveaux défis, la question que posaient les philosophes des Lumières demeure pertinente. Comment la raison, la connaissance et la tolérance peuvent-elles nous aider à construire un monde plus juste et plus libre? C'est le grand héritage que les Lumières nous ont légué. C'est une invitation à ne jamais cesser d'apprendre, de douter et de chercher la lumière. Alors que les étoiles s'allument une à une dans le ciel, nous pouvons nous endormir en sachant que le long voyage de l'histoire, des premières lueurs de la pensée à la complexité du monde moderne, est un voyage de l'esprit, un voyage vers la lumière. Doux rêve.